L'être humain a du mal à faire la différence entre l'amour et la dépendance affective. Mais alors comment savoir si notre relation amoureuse est saine ou si elle est pathologique, sachant qu'on ressent exactement la même chose physiquement et mentalement. Je te propose qu'on commence par un jeu et on va faire un test. Ce sera à toi de voter. Je te donne des films et tu me dis si c'est sain ou pathologique. Commençons par Bella dans Twilight. Ensuite, Anastasia dans 50 nuances de gris. Ou encore Rose dans Titanic. Ou alors Bridget Jones dans Bridget Jones. Qu'as-tu voté? Est-ce que c'est sain ou malsain? On y retourne dans un instant. Mais avant ceci, rappelle-toi de cette étude phare menée en 2005 par Helen Fisher qui démontre que le cerveau d'un individu amoureux active les mêmes circuits neuronaux que ceux impliqués dans l'addiction à la drogue. En gros, la personne en face de toi devient ta dose. Tu penses sans arrêt à elle. Tu ressens un manque physique en son absence. Tu es même prêt à sacrifier ton intégrité physique et psychologique pour maintenir un lien. Et si jamais cette personne s'éloigne, alors tu es prêt à tout. L'amour passionnel et la dépendance affective déclenchent des réactions qui sont identiques. T'as des papillons dans le ventre, t'as une obsession mentale, tu peux perdre de l'appétit, tu peux perdre le sommeil, tu peux être complètement euphorique puis angoissé, tu vis des montagnes russes émotionnelles. Et c'est pour ça qu'une rupture amoureuse peut être vécue comme un sevrage brutal. Tout d'un coup, tu sais juste plus là où t'en es. Mais c'est pas tout, parce que le problème est bien plus compliqué que ça. Une relation peut avoir des parties d'amour qui sont saines, et aussi des parties qui sont toxiques de dépendance affective. Oui, tu peux tout à fait avoir les deux au sein d'une seule et même relation. Commençons par Twilight. La partie saine, c'est que Bella fait preuve de loyauté envers ceux à qui elle tient. Par exemple, elle est prête à se sacrifier souvent dans ce film. Elle veut aussi devenir l'égale d'Edward, qui est le vampire pour rappel, en lui demandant d'être mordue pour devenir elle-même un vampire, comme une volonté de partager un amour sur un pied d'égalité. Même si ce choix par la suite sera controversé, mais on en reparle dans un instant. En parallèle de son amour pour Edward, elle a aussi une amitié avec Jacob. Elle lui apporte un soutien qui est sain et c'est réciproque. Lorsque Edward la quitte, c'est vers Jacob qu'elle se tourne, qui va l'aider à se reconstruire. À ses côtés, Bella va retrouver quelques moments de normalité. Par exemple, ils font de la moto où ils se confient leurs secrets. Et du coup, elle a du réconfort émotionnel et elle se sent mieux par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Donc, comprends bien que cet attachement amical, fondé sur le soutien mutuel, vient contraster avec tout ce qu'elle a vécu précédemment. On sent bien qu'il y a une partie qui est saine dans cette histoire. Maintenant, il y a aussi une partie qui est beaucoup moins saine. Ce film est souvent cité comme un exemple de dépendance affective. Bella présente une peur panique de l'abandon lorsqu'Edward la quitte. Elle s'effondre complètement. Elle n'a plus que des pensées pour mettre fin à sa vie en son absence. Et elle sombre dans une forme de dépression. Elle l'aime comme une dingue, mais elle perd toute son identité dans cette relation. Elle a une faible estime d'elle-même, elle pense qu'elle vaut rien, qu'elle ne mérite surtout pas l'amour d'Edward, et qu'elle a bien de la chance que cette personne l'aime. Ça la met donc en position de faiblesse extrême. Bella s'oublie totalement jusqu'à vouloir ne faire qu'un avec Edward, pour rappel, le coup de la morsure. Donc en gros, elle est prête à sacrifier sa vie humaine pour être avec lui, ce qui est une très belle métaphore de la dépendance affective. Passons maintenant à Bridget Jones. Au début, Bridget est l'archétype de la jeune femme engluée dans sa dépendance affective. Elle est amoureuse de Daniel. Et à chaque fois qu'ils se séparent, elle vit très mal son célibat. On la découvre d'ailleurs en train de pleurer, toute seule en pyjama, all by myself, avec un verre de vin, le symbole parfait du désespoir dans lequel on passe tous quand on est en rupture amoureuse. Bridget n'a quasiment aucune estime d'elle-même en l'absence d'un partenaire. Et elle se définit uniquement par le regard des autres. Elle subit notamment cette relation toxique avec son patron, Daniel. Elle est tellement amoureuse de lui qu'elle ignore tous les signaux d'alarme. Malgré que Daniel la trompe, lui fasse des mensonges, elle va s'accrocher à lui à tout prix. Elle est prête à tout pour recevoir un peu d'amour. Elle va tolérer qu'il la traite mal. Elle va attendre anxieusement le moindre signe d'attention de sa part. Elle va montrer une dépendance affective totale. Il y a une scène où Bridget est seule dans une soirée et on sent bien qu'elle se sent incomplète sans la présence d'un homme à ses côtés. Ce sentiment de ne pas être assez bien tant qu'elle n'est pas en couple la conduit à accepter moins que ce qu'elle mériterait par peur de finir seule. Son bonheur dépend entièrement de l'attention masculine qu'elle reçoit, ce qui est un schéma typique de la dépendance affective. Par la suite, il faudra qu'elle prenne conscience de cette blessure pour entamer un chemin vers la guérison. D'ailleurs, le déclic survient lorsque Bridget surprend Daniel avec une autre femme. Et c'est à ce moment-là qu'elle trouve la force de le quitter, réalisant qu'elle ne peut pas se sacrifier pour un homme qui est volage. À ce moment-là, au moment où elle quitte enfin Daniel, elle peut se reconstruire pour autre chose. Et c'est là qu'on voit arriver l'amour sain dans l'évolution de Bridget Jones, grâce à Mark Darcy. Avec Mark, c'est tout à fait autre chose. Bridget découvre un amour basé sur le respect mutuel et l'acceptation de soi. Il l'apprécie telle qu'elle est, sans vouloir la changer ni la critiquer. D'ailleurs, il y a une scène culte où Mark lui déclare « Je t'aime, juste comme tu es, sans artifice », qui illustre bien cette acceptation inconditionnelle et qui va venir lui donner confiance en elle.
Aux côtés de Marc, elle cesse de jouer un rôle pour plaire et commence à s'aimer elle-même. On la voit donc ainsi gagner en estime d'elle-même, elle ose défendre ce qu'elle est, et dans cette relation, il y a une complicité de la bienveillance. Par exemple, ils partagent de l'affection et de l'humour, mais chacun a sa propre vie. Marc est avocat et elle fait sa carrière en télévision en poursuivant ses gaffes. Elle apprend dans cette relation qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée. C'est une leçon d'amour sain. Elle quitte Daniel, elle choisit Marc, elle fait le choix d'une relation où elle peut être elle-même, évoluer positivement, plutôt que de s'angoisser en permanence. Passons maintenant à 50 nuances de gris, qui est un peu plus complexe, si je peux dire. Il y a donc une romance entre Anastasia et Christian. Et c'est principalement malsain. On peut quand même voir quelques éléments positifs au fil de l'évolution de la saga. Dans la partie saine, je dirais que Anastasia fait preuve parfois d'une forme de limite. Elle sait dire stop au moment de signer un contrat, par exemple. Elle sait négocier certaines clauses. Lorsqu'il va trop loin dans la douleur physique qu'il lui inflige, elle met un terme à ceci et elle le quitte. À la fin du premier film, elle dit « plus jamais ça ». Mais dans la suite, ça va être plus compliqué. Elle va revenir vers Christian, mais elle lui pose des conditions pour se protéger elle-même. Elle exige une vraie relation amoureuse avec du consentement mutuel et du respect au-delà du jeu de dominant-soumise. Et à plusieurs reprises, on la voit tenir tête à Christian. Par exemple, elle insiste pour poursuivre sa carrière malgré la tendance de Christian à vouloir tout contrôler. Peu à peu, Christian apprend à composer avec ses désirs. Il va par exemple modérer certaines de ses propres pratiques à lui pour pas la perdre et va finir par s'engager sincèrement avec un mariage pour fonder une vraie famille. Ces changements sont donc le fruit de la détermination d'Anastasia de ne pas être traitée juste comme un objet. Ça veut dire que bien que la dynamique reste problématique, dans la série, dans la saga, elle va gagner confiance en elle et arriver à établir un rapport plus équilibré avec Christian dans le temps. Un amour qui sera plus sain, alors qu'elle partait de quand même très loin. Parce que 50 nuances de gris, même si c'est culte chez beaucoup de femmes et chez quelques hommes, ça reste quand même problématique. Christian Grey exerce un contrôle absolu sur Anastasia. Il profite d'une forme d'innocence, elle est toute jeune, elle est toute belle, elle arrive dans son bureau, il est milliardaire, il a des belles voitures, il a un jet privé, et finalement elle se laisse séduire par ça. Et dès le départ, c'est la proie idéale pour lui. Une jeune femme qui est timide, inexpérimentée et qu'il va soumettre. Il va l'isoler, il va la harceler, il va la contrôler, même sur son lieu de travail. Il y a une partie qui est très intéressante à ça, c'est que ce mécanisme va rappeler le syndrome de Stockholm, où la victime va finir par rationaliser les abus de l'autre. Christian, par exemple, qui peut être très violent physiquement ou psychologiquement, va justifier ses actes par son trauma d'enfance. Et Anastasia, qui a beaucoup d'empathie, va finir par pardonner l'inacceptable. Dans cette saga, elle va tolérer l'extrême douleur, l'humiliation, en pensant que c'est ça, aimer quelqu'un de tourmenté, et que finalement, ça peut se pardonner de par son enfance. On voit donc tous les éléments de la dépendance affective et de la relation malsaine, chantage affectif, isolement, sacrifice de soi, angoisse permanente. La relation entre Christian et Anastasia dans 50 nuances de gris illustre de manière quasiment caricaturale ce que c'est qu'une relation toxique où l'un des deux domine et l'autre s'efface. Titanic, est-ce que c'est une relation saine, une relation de dépendance affective ? L'histoire de Rose dans Titanic montre un amour qui est libérateur et authentique, avec sa relation avec Jack. Jack va la traiter avec un grand respect, avec considération, sans considérer sa classe sociale. Il va venir bousculer sa vie et lui faire connaître pour la première fois ce que c'est qu'une vraie relation de bonheur. À ses côtés, Rose s'épanouit et reprend confiance en elle. Il l'écoute, il la valorise pour qui elle est et il va l'encourager à poursuivre ses rêves. Jack lui fait entrevoir une vie où elle serait libre de choisir son destin en dehors de tout ce qu'elle vit aujourd'hui dans la haute bourgeoisie. Il la monte à l'avant du bateau, à la proue, pour faire cette célèbre scène « Nous sommes les rois du monde ». C'est ce qui va symboliser la confiance mutuelle et la liberté que se donnent l'un et l'autre. Il ira même jusqu'à l'encourager à exprimer sa propre personnalité. Par exemple, il l'invite en 3e classe pour faire ce qu'elle veut, pour danser devant les autres sans aucun jugement. À la fin, Jack fait même passer la survie de Rose avant la sienne en la mettant sur le radeau de fortune lors du naufrage. Il lui fait promettre de ne jamais abandonner, la poussant à se reconstruire, à créer une vie riche et libre après ce drame. Leur amour a été bref, mais on sent bien qu'il y a de la bienveillance, une égalité et un soutien réciproque. Lorsque Jack meurt, elle songe pendant un temps à se laisser mourir également. Et puis elle se rappelle qu'ils ont fait une promesse, c'est vivre et ne jamais abandonner. Et c'est ce qu'elle fera par tout le reste de sa vie, d'avoir une vie merveilleuse. Et c'est ça qui fait qu'elle raconte cette histoire au producteur et que le film sort. Donc cette passion aurait pu la détruire. Elle a choisi au contraire d'en faire une force, quelque chose qui la rendrait plus heureuse. Alors comment savoir si une relation est de l'amour sain ou une dépendance affective ? Il y a une seule question pivot à se poser, c'est: est-ce que cette relation me régénère, me donne de la force, ou est-ce que cette relation m'épuise ? Si votre relation est saine, tu auras un sentiment de sécurité intérieure. Tu auras l'impression que chacun est dans une croissance personnelle.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas sain et si c'est une dépendance affective? Tu auras toujours peur de perdre l'autre, tu auras besoin d'être rassuré en permanence et tu auras un sentiment de vide lorsque l'autre s'éloigne. Malheureusement, ce problème est encore plus complexe que ça et je t'en parle dans un instant. Mais avant que ce soit le cas, si tu le souhaites, j'ai mis un lien dessous vers psychologue.fr qui te permettra d'être accompagné pour sortir d'une dépendance affective. Comme tu as vu, c'est pas facile de savoir si on est dedans, si on n'est pas dedans. Dans certains cas, certains ont réussi à s'en sortir, à mettre des limites, d'autres n'ont pas réussi, se sont écroulés, d'autres l'ont transcendé. Quel est ton cas aujourd'hui? Quelle est ta situation? La dépendance affective, j'en suis sorti il y a seulement quelques années. Parce que c'est spécifique, parce qu'il faut voir selon ta situation, fais-toi accompagner. Ne reste pas dans une vie qui te détruit. Je mets les liens juste en dessous, clique dessus et tu verras que tu peux être accompagné pour sortir de cette dépendance affective qui ressemble à une forme de prison invisible. Et souvent, malheureusement, on a trop la tête dans le guidon pour trouver nous-mêmes nos propres solutions. Alors, je t'ai dit que c'était plus compliqué que ça parce qu'on peut aussi être dans une relation qui est très saine, puis développer une dépendance affective au moment où ça s'arrête. Non seulement c'est possible, mais en plus c'est très fréquent. Tu peux avoir une relation qui était très équilibrée et pourtant ton cerveau avait créé cette sécurité grâce à l'autre. Ton système nerveux était régulé par la présence de l'autre. Quand cette présence disparaît soudainement, ça peut laisser un vide et donc un état de manque intense. Et ce manque peut se muter en dépendance affective. Pour l'avoir vécu longtemps, ne reste pas là-dedans. La vie est tellement belle quand on sort d'une dépendance affective. Les relations sont tellement plus saines, en amour, bien évidemment, mais dans tous les autres domaines de ta vie, en amitié, même dans le travail. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt et je vous aime. Salut à tous, bye.